À l'origine, je suis auteur. Dans ma tête, c'est encore ça qui est comme le principal pour moi. Par contre, il y a énormément de gens qui me connaissent sous d'autres aspects. Il y a beaucoup de gens qui me voient comme maintenant comme éditrice parce que je suis co-directrice de la collection VLB Imaginaire avec Mathieu Lauzon-Dixot. Donc, moi, je fais vraiment le côté édition, direction littéraire pour la collection. Mathieu s'occupe de toute la partie relationnelle, marketing, etc. Mais on est à deux pour choisir les textes puis faire l'édition. Cette job-là d'éditrice, dans le fond, je l'ai commencé pour la revue Brin d'éternité, donc la petite sœur un peu de Solaris, où je faisais de la direction littéraire sur des nouvelles. Et dans le fond, mon métier d'éditrice, je l'ai appris à travers un autre de mes chapeaux, qui est d'être monitrice d'atelier. J'anime des ateliers d'écriture depuis 2015 maintenant. Et puis, en atelier d'écriture, veux pas, étant donné que j'essaie d'apprendre aux gens comment écrire, ça a été une bonne façon pour moi de faire mon œil sur, OK, mais comment diriger les gens? Quand je vois un problème dans leur texte, pas juste leur dire, ça, c'est un problème, mais apprendre à voir, OK, comment on peut régler le problème et surtout, apprendre à travailler avec différents types d'auteurs. Comment toi, tu peux régler le problème? Parce que il y a des auteurs qui vont être capables d'avoir une approche très structurée. Il y a des auteurs qui ont besoin d'avoir quelque chose de plus flou, de plus créatif, de plus intuitif. Donc, d'apprendre à développer différentes approches de direction littéraire qui vont s'adapter à mes différents auteurs. Donc, autrice, éditrice, monitrice d'atelier, on a pas mal fait le tour de mes chapeaux pour ce qui est du monde littéraire. Mes premiers romans, ça a été des romans historiques pour la jeunesse, donc la trilogie Hanaken, qui ont été quand même un beau succès encore maintenant. C'est étiqueté jeunesse parce que mes personnages sont jeunes, mais c'est vraiment dans ma tête des romans historiques, des romans d'aventure. D'ailleurs, le 3e tome a gagné le prix Canada-Japon. Donc, c'est un prix qui est d'habitude pas remis à des romans jeunesse. Donc, j'étais très contente de ça. Entre deux Hanaken, j'avais fait la novella Le Chasseur avec les 6 brumes, qu'on avait édité en tant que livre à part entière. Et là, on vient de rééditer avec Le Chasseur et autres noirceurs en recueil de nouvelles avec d'autres nouvelles. Avec Isabelle Lauzon et Carl Rochelot, on a écrit le livre Écrire et publier au Québec, les littératures de l'imaginaire. Ça, c'est un projet de fou d'Isabelle Lauzon. Je ne sais pas encore comment on a réussi à passer à travers la masse de travail que ça a généré. On a fait une enquête auprès de 49 personnes du milieu de la littérature, donc plus les 3 auteurs, ça fait 52. Puis on a essayé d'arrimer les 52 points de vue. On a essayé de tirer des généralités de l'expérience de tout le monde sur comment ça se passe publier au Québec, comment ça se passe écrire au Québec, c'est quoi les ressources, c'est quoi les erreurs à ne pas faire, c'est quoi les bons coups qu'on a fait. Donc, c'est une espèce de guide du routard du milieu de l'édition. À l'automne prochain, aux éditions à lire, je vais sortir mon premier roman policier pour un public adulte. Donc, en fait, c'est super drôle parce que dans ma tête, je suis une autrice de science-fiction et de fantastique. Et à date, j'ai publié 3 romans historiques, un roman policier, un guide pratique et puis un recueil de nouvelles dans lequel il y a des trucs de fantastique. Parce que pour moi, tout ça, c'est très, très fluide. Je m'assois pas en me disant, je vais écrire tel genre. Souvent, l'élément déclencheur pour moi d'une histoire, c'est un conflit, une tension qui s'installe entre 2 éléments. Par exemple, les Hanaken sont nés de toute la tension entre le devoir envers le Seigneur et le devoir envers la famille que les samouraïs avaient au Japon médiéval. Puis j'ai eu envie d'écrire une histoire autour de ça. Et ça a donné un roman fantastique parce que je l'ai situé au Japon médiéval. Je pouvais pas la situer ailleurs, cette histoire-là, à moins de décider de réinventer au complet une civilisation qui ressemble au Japon ancien. Bon, le Japon ancien, je le connaissais bien, j'étais capable d'écrire dedans, donc c'est ça que j'ai fait. À d'autres moments, le roman policier qui s'en vient, c'est une tension entre un point de droit, essentiellement. Donc, entre comment la loi est, comment il faudrait qu'elle soit idéalement, mais les conséquences que ça pourrait avoir si on la réécrivait de façon un petit peu problématique. Et puis tout ça crée une tension pour les policiers qui sont pris au milieu de tout ça,
entre la lettre de la loi, les conséquences de la lettre de la loi, les conséquences si on essayait de changer la loi. Donc, on voit nos policiers qui tournent autour de ça, que leurs idées morales par rapport au point de droit et les faits avec lesquels ils doivent composer sont en opposition. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où je voulais travailler avec un point de droit, ben ça donne un roman policier. S'il y a des fois où je veux fonctionner entre l'idée qu'on se fait d'un concept scientifique puis l'idée qu'on pourrait peut-être en faire dans le futur, ben là, ça va donner une histoire de science-fiction. Donc, il y a plein de choses comme ça qui vont... c'est vraiment ma manière d'écrire part du point de tension. Donc, c'est ça. Dans ma tête, la plupart de mes points de tension donnent des histoires de science-fiction puis de fantastique, mais dans les faits, pour les romans que j'ai publiés, c'est pas toujours ça que ça a donné. Est-ce que tu fonctionnes de la même façon pour les nouvelles? Les nouvelles, pas toujours, parce que les projets de plus longue haleine, justement, il y a le point de tension comme ça qui souvent se présente de lui-même à un moment donné. Puis c'est comme une roche qui roule, là, puis qui ramasse du stock autour. En fait, c'est comme une balle de neige. Tu sais, il y a des balles de neige qui roulent, puis qui roulent longtemps, puis qui ramassent beaucoup de stock. C'est parce que le point de tension était plus important. En nouvelle, des fois, le point de tension est plus petit, ou même des fois, la nouvelle va plutôt être autour d'un personnage, où là, je vais fonctionner plus autour de la tension intérieure d'un personnage, ou même des fois, pour les nouvelles, si je pense par exemple à une des dernières nouvelles que j'ai fait paraître dans Solaris, Tu parles au mur, le point de tension, en fait, est entre le lecteur et le texte. Parce que je joue avec le lecteur là-dessus. Le lecteur peut s'amuser à essayer de comprendre c'est qui le narrateur pendant tout le texte. Parce que je le dis à la toute fin, mais on le sait pas trop. Puis on a cette espèce de voix-là qui nous parle. Donc, ça crée cette tension-là. Les nouvelles, pour moi, sont beaucoup des laboratoires d'exploration où je vais essayer de mettre des personnages en scène pour la première fois, de voir comment est-ce qu'il se comporte, ce personnage-là. Où je vais essayer de mettre un univers en scène, de voir qu'est-ce que cet univers-là va créer comme tension. Parce qu'en fait, c'est ça. En science-fiction et en fantastique, les points de tension viennent souvent de l'univers lui-même. On crée notre univers avec de la magie, avec des technologies différentes. Puis là, après ça, on voit, mais OK, mais qu'est-ce que ça va créer comme problème, dans le fond, potentiel pour les personnages? Qu'est-ce que ça va créer comme tension, comme conflit? À quoi ressemblent tes plans? Pour moi, il y a 2 choses différentes. Il y a l'univers et le plan vraiment de la nouvelle, où j'ai carrément, soit j'ai 2 documents différents ou soit c'est un à la suite de l'autre, là, mais le world building, les interrogations que je vais avoir sur l'arrière-monde, les interrogations que je vais avoir sur mes personnages, je passe presque autant de temps pour un roman que pour une nouvelle. Donc, je vais détailler autant, mais c'est sûr que c'est un document en bullet points. Là. Le climat a l'air de quoi? On est sur une planète normale? On est dans un autre temps? Ça marche comment la société, etc. Je vais mettre des notes comme ça. Ça va être aussi détaillé pour un roman que pour une nouvelle. Je crée mon univers au complet dans les 2 cas. C'est sûr qu'un roman, je vais avoir plus de personnages, possiblement plus de régions de mon monde. Fait que le document va être un peu plus étoffé. Mais d'une façon comme d'une autre, j'ai des documents très étoffés pour le world building, autant pour la nouvelle que pour les romans. Pour ce qui est je dirais, du script ou de la structure du texte, là, c'est sûr que les romans, j'ai des plans assez détaillés. Je commence par me faire une espèce de grand arc. Il va se passer ça, en gros, dans l'histoire. Après ça, justement, en fait, je détaille mon point de tension. Mon histoire, c'est ça qui se passe, en gros. C'est comme ça que la tension va s'installer, monter, redescendre. Puis après ça, je me fais un scène à scène. Bon, ben dans mon chapitre 1, il faudrait qu'il se passe ça. Dans mon chapitre 2, il faudrait qu'il se passe ça. Puis là, au début, je numérote pas. Je fais juste me dire, bon, ben j'écris un peu les scènes nécessaires. Il faut que je vois mes personnages faire ça. Il faut que je les vois faire ça. Il faut que je les vois faire ça. Il faut que je les vois faire ça. Après ça, j'ordonne tout ça. Et au moment où j'écris, c'est là que je me donne la liberté de dire, bon, ben, personnage A doit dire ça à personnage B. OK, mais ils sont où? Ils sont quand? Ils sont habillés comment? Quel temps il fait dehors? Là, ça, c'est le moment de création pure. Ça, je le crée en l'écrivant. Puis l'avantage d'avoir fait mon scène à scène comme ça, c'est que si en écrivant ma première scène, j'ai un flash pour la scène 28, ben, j'ai pas besoin de me dire, ah, je vais l'écrire tantôt, ou je peux juste aller prendre des notes dans mon plan. Puis quand je vais être rendue là, je vais pouvoir continuer. Fait que c'est ça. Pour une nouvelle, j'ai plus
c'est plus le schéma narratif en bullet point, là. Donc, la scène d'introduction, c'est ça. La situation initiale, c'est ça. Mon élément déclencheur, c'est ça. Les péripéties vont ressembler à ça. Puis le dénouement, c'est ça. Donc, c'est vraiment, c'est ça. C'est plus une petite liste en bullet point, souvent dans le même document. Puis j'efface au fur et à mesure que j'écris les portions du texte. J'ai fait des ateliers d'écriture avec Elisabeth Von Arburg, ce qu'elle nous disait grosso modo. Je paraphrase parce que je pense pas qu'elle le dit comme ça, mais c'est ce qui ressortait. Tu peux pas apprendre à quelqu'un à avoir envie d'écrire. Tu peux pas donner à quelqu'un j'aime pas le mot talent, mais reste que c'est un peu ça, où tu peux pas enseigner à quelqu'un le plaisir d'écrire. Faut qu'il l'aille déjà. Mais une fois qu'il l'a, puis une fois qu'il est capable de faire des textes, là, ce qu'on peut lui enseigner, c'est à dire, OK, là, tu as fait un bon texte. Là, après ça, tu as fait un mauvais texte. Essaye de comprendre c'est quoi la différence entre tes deux textes. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as fait ton bon texte par rapport à quand tu as fait ton mauvais texte? Fait que comment tu peux toi-même rationaliser ta démarche pour que d'une fois à l'autre, ça devienne de plus en plus constant, puis que tu sois capable d'écrire des textes d'un bon niveau à chaque fois, presque automatiquement. Fait que comment tu peux justement te grounder? Comment tu peux te faire des racines solides puis laisser ton texte pousser à partir de ça? Fait que c'est vraiment l'image que j'ai dans ma tête, c'est que mes textes, c'est un peu des plantes. Tu sais, quand je disais c'est la boule de neige qui déboule, en fait, c'est une plante. Ma tension, c'est la graine que je sème à partir de laquelle je construis mes racines. Puis après ça, je regarde qu'est-ce qui pousse, tu sais. J'ai-tu semé une fleur ou j'ai semé un chêne, tu sais. Puis là, ben après ça, ben je vais suivre je vais suivre le texte dans sa poussée, dans sa montée, puis je vais voir où est-ce que ça va me mener, tu sais. Puis c'est ça. Il y a des textes que des fois, je suis obligée de m'emmener tailler en cours de route, comme toi, tu étais parti pour être un chêne, mais tu vas être un bonsaï. Parce que j'ai pas le temps d'écrire 750 000 mots sur la question. Mais c'est ça. Mais quand je peux le laisser aller, je le laisse aller. Parmi tes nouvelles, est-ce qu'il y en a qui ont vraiment changé ton parcours? Il y a la première que j'ai publiée dans Alibi. C'est sûr qu'il y a eu un avant. Il y a eu un avant puis un après. Avant ça, j'ai toujours rêvé d'être écrivaine, mais j'étais sûre que je n'étais pas capable, que j'avais pas de talent, justement. Et puis, donc, j'avais envoyé cette nouvelle-là à Alibi. Elle a été prise, puis j'ai eu ma première direction littéraire avec Martine La Tulipe. Et c'est là, en fait, que j'ai appris que c'était quoi de la direction littéraire, que c'était normal de se faire corriger un texte, que j'étais pas nulle parce qu'il y avait des modifications à faire dans mon texte. Puis, quand j'ai fini le processus avec Martine, j'ai dit, ben, seriez-vous intéressé à lire d'autres textes de moi? Puis Martine m'a répondu, oui. Ah, OK. Mon premier texte dans Solaris a un peu fait le même processus. C'était Ce qui reste de l'ange. Joël Champetier, qui était le directeur littéraire à ce moment-là, l'avait accepté. Et puis, là, ce qui était drôle, c'est que je m'en allais faire mon premier atelier avec Elisabeth. Donc, Joël m'a dit, fais ton atelier avec Elisabeth. Puis on fera la direction littéraire après. Tu vois, je pense qu'il s'est dit que si j'avais des tendances à être une diva, puis à non, je ne peux pas accepter de changement, l'atelier me guérirait. Puis après ça, il l'aurait facile. Et Joël est le premier qui m'a montré qu'on pouvait utiliser des techniques qui proviennent d'autres arts pour écrire. Ma nouvelle, je m'en étais pas rendu compte parce que c'était l'époque où je faisais les choses à l'instinct, commençait avec un zoom-in. Donc, on commençait de loin, puis on faisait une espèce de zoom-in jusqu'à temps d'arriver sur mon personnage. Puis là, on rentrait dans le point de vue du personnage, puis après ça, on n'en sortait plus. Puis, dans le fond, c'est Joël qui a mis des mots là-dessus, qui a dit « Ah, c'est intéressant, tu sais, tu fais vraiment comme une caméra qui arrive en zoom-in, en dolly, une caméra qui arrive du dessus, comme on voit dans les films. » Puis c'est un bon procédé, c'est super bien fait, tu sais, c'est bien pensé d'emprunter comme ça au langage cinématographique. Puis moi, je lisais ces commentaires, je suis comme « Ah, j'ai fait ça, moi! Ah, je peux faire ça, moi! » Donc, chaque nouvelle m'a appris quelque chose parce que j'ai toujours eu de la direction littéraire. J'avais compté à un moment donné, puis ça fait déjà une couple d'années, puis je pense que j'ai eu 15 directeurs littéraires différents. Parce que souvent, comme chez Alibi, ben, il y a eu Martine, il y a eu Jean, il y a eu Pascal Rowe. Après ça, chez Solaris, il y a eu Joël, il y a eu Elisabeth en atelier, il y a eu Elisabeth pour mes Anaken. Donc, j'ai vraiment travaillé avec énormément de gens différents.
Donc, chaque nouvelle m'a un peu appris à voir des choses différentes dans mon texte, à voir des approches de direction littéraire différentes. Ma nouvelle, qui j'espère va me marquer un avant puis un après dans ma carrière, c'est Oikos cherche cuisinière. Cette nouvelle-là a eu un parcours un peu particulier parce que je l'ai soumis au même prix Solaris où Luc Dagenet avait soumis La déferlante des mers. Luc était déjà un grand ami à moi à l'époque et puis donc on dînait juste après la remise de nos textes au prix Solaris. Puis là, on s'est dit, OK, on s'échange nos textes, puis on va les lire. T'sais. Les textes sont partis au prix, de toute façon, il est trop tard. Puis bon. Donc, on s'envoie nos textes et lui lit mon texte en premier, lit Oikos et me renvoie un message en disant c'était tellement bon, c'était tellement touchant. Puis c'est une des premières fois que je mettais en scène une mère et son enfant. Il l'avait dans Anakin, mais j'ai écrit Anakin avant d'avoir ma fille, donc j'ai comme un peu écrit une relation théorique mère-enfant. Mais dans Oikos, c'est vraiment une mère, en fait, c'est une grand-mère, une mère et sa fille, puis le thème de filiation est là, veut pas. Puis je sais que c'était un texte qui était fort émotivement. Je l'avais envoyé en me disant que j'avais des bonnes chances de gagner. Là, Luc me renvoie un courriel là, plein de fleurs. Oh wow! Là, j'ouvre son texte en me disant j'espère que ça va être bon. Alors, après 2 pages, je braillais parce que le petit maudit, j'étais déjà pas mal sûre qu'il avait gagné le prix Solaris. Et de fait, ce qui est arrivé. Donc, Oikos cherche cuisinière, c'est le texte qui a été soumis au mauvais moment, mais bon, il est quand même paru dans Solaris. Il y a une traductrice qui a décidé de me le traduire gratuitement pour le soumettre à la revue Unspec, qui est un peu le pendant canadien-anglais de Solaris. Et donc là, il a été accepté, fait qu'il va apparaître dans Unspec. Et là, avec ma traductrice Margaret, on est en train de travailler sur d'autres traductions. On a traduit une de mes nouvelles policières. En fait, la première apparition des personnages qu'on va voir bientôt chez Alire dans Le Mouroir des Anges. Donc, elle l'a traduite en anglais. On va essayer de la placer dans une revue anglophone. Il y a un autre texte fantastique de fantasy, en fait, qui est dans le processus, là, mais le processus au Canada anglais puis aux États-Unis, c'est interminable, là, mais bon. Donc, il y a des textes dans la machine. Donc, j'espère un peu que Oikos va marquer un peu un avant-après de ce côté-là. C'est sûr que le marché du Québec est ce qu'il est. Si je pouvais réussir à ouvrir, à avoir des textes traduits en anglais, c'est sûr que ce serait excellent pour ma carrière, pour moi. As-tu des recommandations pour les apprentis auteurs? Assis-toi, puis écris. Tu commences ton histoire, tu te rends à la fin. Puis après ça, tu verras qu'est-ce que tu as. J'aime vraiment pas me poser trop de questions avant de commencer à écrire. C'est sûr que, tu sais, bon, pour moi, commencer à écrire veut dire m'asseoir puis commencer à bidouiller mes plans puis mon world building. Là. Pour moi, ça fait partie de l'écriture. Mais avant de commencer à faire ça, je me pose pas de questions. J'écris, puis même des fois, en cours d'écriture, je me rends compte que ce qui devait être une nouvelle est en train de déborder ou ce qui devait être un roman est en train de se conclure plus vite que prévu, mais c'est pas grave. Pendant que tu es en train d'écrire, c'est pas le moment de te poser cette question-là. L'important, c'est de finir le texte. Parce qu'il y a énormément d'aspirants auteurs que leur principal problème, c'est qu'ils finissent jamais les textes. Finir un texte, arriver au bout, je pense, c'est un immense apprentissage en soi. D'être capable de se dire, OK, celui-là, je l'ai fini. Puis une fois que tu en as fini un, mon autre conseil, c'est prends-le, mets-le de côté, touche-y plus, finis-en un deuxième. Quand tu auras fini ton deuxième, là, c'est le temps de retourner lire le premier. De t'apercevoir que tu as fait de la chenoute, que tu t'es déjà beaucoup amélioré dans le deuxième, puis que là, tu peux retravailler le premier ou tu peux essayer d'en écrire un troisième parce que ça reste que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Puis je le vois même des fois avec des manuscrits qu'on reçoit. Les 20 premières pages sont pénibles à lire. La syntaxe n'est pas fluide. Les termes sont mal choisis. Ça sent l'effort, là, ça sent la personne qui essaye. Puis même souvent, tu vois que la personne, elle s'est probablement fait dire par des coachs d'écriture à quel point que la première page est importante ou les 10 premières pages. Tu vois que les phrases ont été retravaillées à tel point que des fois, il y a des erreurs. Tu sais, des verbes en double, là, c'est alors qu'il fait, subit.
Mhm. Tu vois qu'ils ont essayé de changer de terme, puis là, il y a eu des oublis de fait. Fait que bref, les 20 premières pages sont hyper pénibles à lire. Puis là, tu vas à la fin, puis à la fin, tout d'un coup, ça se déploie, c'est fluide. La personne, elle a pris son aise, elle a pris sa vitesse, elle est en train de trouver comment elle raconte. Donc, c'est pour ça, c'est le premier texte que tu écris, il est à jeter, puis c'est normal, puis c'est correct. Fait que ceux qui se posent trop longtemps la question, je devrais-tu commencer par des nouvelles, je devrais-tu commencer par un roman? Commence. Commence par un texte que tu vas finir. Idéalement, je déconseille de s'embarquer dans une série de romans en 10 tomes pour le premier projet, mais si c'est tout ce qui te vient, écoute, fais-le, finis ton premier tome, tu vas t'apercevoir que tu n'as pas le goût d'écrire les 9 suivants, puis bon, tu sais, on va passer à la suite, là. Mais c'est ça. J'ai eu un excellent professeur de français en secondaire 3. Lui nous laissait écrire des histoires de science-fiction, de fantastique ou de fantasy si ça nous tentait. Fait que déjà ça, c'était super le fun. Il nous mettait pas de limite de mots, mais il nous avertissait bien qu'il allait compter les fautes dans tous les mots qu'on allait écrire. Donc, moi, je pouvais me permettre d'aller un peu plus large parce que je faisais pas trop de fautes. Mais il y a bien des gens qui, après en avoir fait une trop longue, ils se domptaient. Mais lui, surtout, m'avait fait réaliser que les écrivains professionnels ont des limites de mots. Ça m'est arrivé quand même assez souvent de me faire dire par Solaris « Hey, on t'invite à un numéro spécial, écris-nous là-dessus en tant de mots. » La première fois, tu fais « Moi, je suis revenue au secondaire. Je veux pas, au secours. » Mais après ça, on apprend, puis je trouve que ça, c'est les ateliers d'écriture qui m'ont beaucoup appris ça, à quel point qu'une contrainte peut être créative. Elisabeth, des fois, elle pige des contraintes, elle pigeait des contraintes au hasard. Un texte pas de dialogue, un texte à telle personne, un texte. Puis là, il faut que tu réussisses à modeler ton idée pour aller avec la contrainte. Puis c'est le fun de voir à quel point des fois, ça va donner des textes différents que ce que tu avais imaginé au début. Quand je dis que pour moi, les nouvelles, c'est des laboratoires, c'est que souvent, surtout dans le temps où j'avais plus de temps pour écrire, je me donnais des contraintes comme ça. Mhm. Tu sais, je pigeais, disons, une contrainte, ou même des fois, je lis un livre, puis je remarque comment l'auteur a fait telle ou telle chose. Par exemple, il a écrit tout ça sans jamais mettre de dialogue direct, ou il a écrit tout ça à telle personne, ou il a écrit tout ça sans jamais décrocher de tel point de vue. Je vais essayer de le faire, moi aussi. Ça donne pas toujours des textes super intéressants, mais il y a certains de mes textes qui sont nés d'exercices comme ça. Par exemple, Le Chasseur, ma novella, je m'étais dit, je veux écrire sans le sens de la vue. Mhm. Fait que je vais inventer un personnage qui est aveugle, puis je vais écrire à partir de ça. Puis c'est ça qui a été comme l'embryon de ce qu'a donné Le Chasseur. Puis je pense que c'est super intéressant à cause de cette contrainte-là. L'acte d'écrire, pour moi, c'est juste j'en ai besoin. À un moment donné, je me dis, c'est comme ça que je réussis à donner un sens à ce qui se passe autour de moi, un sens à ce que je pense, à ce que j'imagine. À un moment donné, on dirait que j'ai besoin de l'organiser sur papier. C'est comme si dans ma tête, ça va toujours être le chaos. Il faut que je l'organise, il faut que je le mette dans un plan, il faut que je le mette dans un texte suivi pour que ça finisse par prendre forme. J'ai mon roman, mon prochain roman en tête depuis longtemps. Il tourne, les images sont là. J'en ai parlé à plein de gens. Je pense qu'il y a des gens à qui j'en ai parlé qui doivent penser qu'il est écrit aux 3/4, tellement qu'il est formé dans ma tête, mais il est encore dans ma tête. Puis c'est encore le chaos, puis je suis encore pas sûre de dans quel ordre ça va. Fait que j'ai besoin de l'écrire à un moment donné pour me le sortir de la tête, pour arrêter de penser à ça, puis pour que ça finisse par prendre un sens. Donc c'est ça, l'acte de raconter, c'est un besoin. Je publierai plus jamais un texte de ma vie, puis je continuerai à raconter. Maintenant que j'y pense, là, j'ai l'impression que comme il y a ces tensions-là qui sont au cœur de tous mes textes, en partageant mes textes, c'est un peu une façon de demander aux gens, OK, puis vous, pris dans cette situation-là, vous feriez quoi? Je pense que je m'étais jamais posé la question, mais maintenant qu'on en parle, je me rends compte que comme au cœur de mes romans, il y a toujours des tensions, c'est aussi des fois une manière pour moi de dire, OK, moi, je sais le choix que moi, je ferais, mais je veux montrer aussi des manières différentes de la régler, cette tension-là. J'aime ça, imaginer des points de vue différents, puis essayer d'être
empathique avec tous ces points de vue différents-là, parce que c'est ça aussi la job de l'auteur, là. Tu te mets dans les souliers autant de ton méchant que de ton héros. Puis je trouve ça le fun, même si j'aime pas réfléchir en termes comme ça, là. Le méchant, dans sa tête à lui, il est aussi le héros, là. Il fait ce qu'il peut. Donc, j'aime ça, cette manière-là d'aller explorer comme tous les points de vue dans une situation. Puis de jouer avec, puis c'est ça, comme tu dis, d'organiser ça pour que, à un moment donné, il y ait un certain sens qui se dégage de tout ça, même si, dans le fond, la tension qui me préoccupe, je l'ai projetée dans un monde qui n'existe pas, mais même dans ce monde-là, elle a quand même le même genre de conséquences, puis les gens vont quand même réagir. Donc, c'est ça. C'est une façon aussi de retrouver l'humain, qu'est-ce qui est universellement humain dans tout le monde. Ma rencontre avec la revue Solaris, c'est assez particulière. J'avais compris que certains auteurs québécois écrivaient les genres que j'aimais, notamment Joël Champetier et Daniel Cernine. Donc, je faisais des razzias à ma bibliothèque municipale de ces deux auteurs-là. Dans un texte de Daniel Cernine, un garçon dans un camp de vacances est bien intrigué par son moniteur et rentre dans la chambre du moniteur pendant que le moniteur n'est pas là, fouille dans son sac et trouve une revue avec dessus une femme nue et c'est écrit Solaris. Et là, il l'ouvre et il voit que c'est des textes. Puis il se rend compte que c'est une revue de science-fiction. Puis bon, puis il est bien déçu puis il s'en va. Mais ça faisait une couple de fois que je me rendais compte que j'avais comme appris le concept de l'intertextualité, que je me rendais compte que dans les romans, des gens nommaient des vrais romans. Puis que des fois, je pouvais comme sauter comme ça d'une histoire à l'autre. Donc, à l'époque, à la bibliothèque, c'est encore des fiches en carton. Hein. Donc, je m'en vais dans les petits tiroirs de fiches en carton de la bibliothèque. Là, et je cherche Solaris, ça existe-tu pour vrai? Et ils n'ont pas la revue, mais ils ont, dans les nouveautés, escale sur Solaris. C'est un collectif qu'ils ont fait pour les 20 ans de la revue Solaris. Il y a dedans, si je me souviens bien, un texte qui parle de la revue Solaris. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert que la revue Solaris existait. Ça a pris quand même une couple d'années avant que je réussisse à en trouver des numéros pour vrai parce que il aurait fallu que je demande à mes parents de s'abonner à la revue, puis ça leur tentait pas, puis bon. Mais c'est ça. Bref, c'est comme ça que j'avais découvert l'existence de Solaris. Puis dès que j'ai fini par tomber sur une bibliothèque qui avait des numéros, ben, je me suis mis à en lire. Et puis, c'est ça. Puis après ça, ben, je suis allée au Cégep Édouard, mon petit berceau de la revue Solaris. Donc là, il y avait la collection à la bibliothèque. J'ai même pu me promener et puis rentrer dans un cours de Norbert Spanner, ni vu ni connu, et puis assister à un cours de Norbert. Je me souviens même plus de quoi il parlait. J'étais juste en espèce de fangirl en arrière, dans le fond de la classe. Puis après ça, le soir, je raconte ça. Et puis, mon père finit par me dire « Ah oui, Norbert Spanner, j'ai eu comme prof au cégep. » Et moi, de découvrir que mon père était probablement assis dans la classe avec ceux qui ont parti la revue Solaris, tu sais. Hein? Oh, Le monde est vraiment petit.